Bonjour à tous. Over the last 24 hours, important diplomatic things took place that I would like to discuss with you about the situation in the Ukraine war. There was a meeting in Saudi Arabia again, this time between highest representatives of the US and the Ukrainian side. And what I then read this morning as I opened Ce que j'ai lu ce matin en ouvrant les journaux, c'est cette nouvelle ici, que l'Ukraine a apparemment accepté, M. Zelensky a accepté un accord de cessez-le-feu de 30 jours avec les Américains. Maintenant, cela semblera étrange aux deux camps, parce que d'un côté, les Européens, les Ukrainiens et les Américains ont longtemps dit que le seul cessez-le-feu acceptable et la fin de la guerre était un retrait complet des forces russes de tout le territoire ukrainien, y compris la Crimée, puis des paiements de réparation et enfin des procès pour crimes de guerre contre Vladimir Poutine et d'autres Russes. Et maintenant, nous sommes dans une situation où les Ukrainiens disent qu'ils sont prêts pour un cessez-le-feu. De plus, compte tenu de ce qui s'est passé il y a 2 semaines à la Maison-Blanche, cela surprend les Européens. D'un autre côté, cela surprend les Russes, qui depuis longtemps ont dit qu'ils excluaient tout type de cessez-le-feu, même en négociant vers un règlement de l'affaire ukrainienne, n'est-ce pas? Ils ont dit qu'ils ne renonceraient pas à leur position de force militaire. Donc maintenant, c'est une grande nouvelle en Occident, et si vous allez sur BBC, CNN, CBS, etc., ils sont pleins de cette nouvelle. Mais si vous allez, disons, du côté des nouvelles russes, je n'ai trouvé aucune mention sur Russia Today ou Sputnik de cette supposée offre de cessez-le-feu de l'Ukraine. Les médias russes, du moins ceux auxquels j'ai accès en anglais, sont jusqu'à présent relativement silencieux à ce sujet. Mais ce dont ils parlent, c'est du fait que ces dernières 48 heures, Moscou a été victime d'une attaque ukrainienne, n'est-ce pas? Plusieurs drones ont frappé Moscou, et 2 ou 3 personnes sont mortes, et des immeubles ont été détruits. C'est l'actualité du moment du côté russe, n'est-ce pas? Une attaque de drones ukrainiens sur la Russie, c'est ce qui les occupe. Mais l'Occident est actuellement préoccupé par cette nouvelle de dernière minute, selon laquelle Zelensky a déclaré que nous pouvons avoir un cessez-le-feu. Maintenant, il y a beaucoup à dire à ce sujet, et j'aimerais passer en revue cela avec vous, afin de donner un sens à la situation globale dans laquelle nous nous trouvons, et à l'approche apparente que les Américains essayent maintenant de mettre en œuvre dans leur grand jeu stratégique envers l'Europe et la Russie. Parce que je pense que c'est très significatif. Tout d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que cet accord entre les États-Unis et l'Ukraine n'a pas été réellement négocié avec Volodymyr Zelensky. M. Zelensky n'était pas présent lors des négociations. Ceux qui étaient responsables de cela étaient les hauts dirigeants du monde de la politique étrangère des États-Unis. Je veux dire, M. Trump ne faisait pas non plus partie de l'équipe de négociation, mais évidemment, il a envoyé son équipe pour négocier quelque chose qui s'est passé. Les Ukrainiens, au début, ne voulaient pas le faire. Les personnes responsables étaient les 5 que vous pouvez voir ici sur cette photo. Le plus important du côté américain est bien sûr le secrétaire d'État, Marco Rubio, l'homme ici à gauche, avec la cravate rouge, n'est-ce pas? Et puis vous avez aussi le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, ici à sa gauche debout. Du côté ukrainien, le principal négociateur, également selon la disposition de la photo, est l'homme au centre, M. Andrei Yermak, dont le titre officiel est chef du bureau présidentiel d'Ukraine. Il est la main droite de M. Zelensky, et aussi quelqu'un dont on parle comme un remplaçant potentiel de M. Zelensky à l'avenir. Vous aviez ensuite aussi Andrei Shibia. Je suis désolé, je prononce probablement mal son nom, mais il est l'actuel ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Et vous avez Rustem Umerov, le ministre de la Défense ukrainien. Donc, du côté ukrainien également,
les principaux décideurs au niveau ministériel et le chef civil de l'armée ukrainienne étaient présents. Maintenant, M. Zelensky lui-même voulait évidemment aussi dire quelque chose à ce sujet, car il était également en Arabie Saoudite. Mais d'après ce que je comprends, il était à Riyad, pas à Jeddah, où cela a été négocié. Je pensais que c'était son bureau ici, d'où il a ensuite fait cette communication vidéo qu'il accepte et est prêt à offrir un cessez-le-feu de 30 jours. Cela pourrait aussi être une chambre d'hôtel à Riyad, où il est déjà rentré. Hotel room in Riyadh, or he already flew back, but he was in Saudi Arabia at the same time. Mais il était en Arabie Saoudite, en même temps que son équipe de négociation était là à Jeddah, ce qui en dit long sur sa position actuelle. Je veux dire, M. Zelensky est maintenant vraiment... Il est discutable de savoir s'il a jamais été en charge de l'Ukraine. Mais même maintenant, encore plus, il devient de plus en plus évident qu'être dans le même pays où certaines des questions très sensibles sont négociées à votre sujet et ne pas être invité aux discussions réelles, c'est un signe de faiblesse totale et absolue. Maintenant, ce que nous devons apprécier à propos de ce qui est ressorti des négociations d'hier soir en Arabie Saoudite, c'est ce qui a été publié par ces deux parties. Et ce qui a été publié est une déclaration conjointe entre les États-Unis et l'Ukraine. Donc c'est le document de résultats diplomatiques, et ce n'est pas un grand document, c'est un petit document. C'est l'une des indications que nous avons que c'est en fait un résultat négocié des 8 dernières heures. Cela était sur la table, probablement littéralement, et les gens prenaient des notes et discutaient de la formulation exacte de chacun de ces paragraphes. Ce n'est pas long. C'est essentiellement une page et demie maximum, n'est-ce pas? Quelques paragraphes. Et tout ce qui est ici serait soumis à de très fortes négociations entre les deux parties. Un autre indice que nous avons pour dire qu'il ne s'agit pas d'un accord préarrangé que vous auriez déjà élaboré lors de négociations précédentes et que vous vous réunissez ensuite simplement pour signer, c'est que nous manquons de beaucoup du langage diplomatique alambiqué. Le seul véritable petit préambule diplomatique qu'ils mettent habituellement est celui-ci, et il est très direct. Aujourd'hui à Jeddah, en Arabie Saoudite, sous la gracieuse hospitalité du prince héritier Mohammed Ben Salman, les États-Unis et l'Ukraine ont pris des mesures importantes pour rétablir une paix durable pour l'Ukraine. Et juste avant de continuer, je veux dire que cet accord a été publié sur la page d'accueil du département d'État des États-Unis et il a également été publié par les Ukrainiens du côté ukrainien. Ce que nous savons à ce sujet, c'est qu'il s'agit maintenant de l'accord de travail entre Washington et Kiev sur la manière de continuer avec ce qui va se passer ensuite. C'est pourquoi c'est vraiment important. Continuons. Les représentants des deux nations ont loué le courage du peuple ukrainien dans la défense de leur nation et ont convenu que le moment est venu de commencer un processus vers une paix durable. La délégation ukrainienne a réitéré la profonde gratitude du peuple ukrainien envers le président Biden, le Congrès des États-Unis et le peuple des États-Unis pour avoir rendu possible des progrès significatifs vers la paix. Ce qui est vraiment intéressant dans ces deux paragraphes, c'est que d'une part, les Ukrainiens ont évidemment insisté pour que leur courage soit reconnu dans ce document. D'un autre côté, les États-Unis ont vraiment souligné le fait qu'il faut maintenant être reconnaissant, en se souvenant de ce qui s'est passé il y a 2 semaines, lorsque Donald Trump a réprimandé Zelensky à la Maison-Blanche. C'est évidemment la réaction à cela, avec les Ukrainiens disant « Nous vous sommes très reconnaissants. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci, merci, merci. » Nous l'avons mis par écrit que nous sommes reconnaissants. Pendant ce temps, les Américains ont accepté de reconnaître le courage de l'Ukraine. Ce que je trouve également intéressant, c'est cette formulation ici, qu'il est maintenant temps de commencer un processus vers une paix durable.
it's the time to begin a process toward lasting peace. So this basically invalidates all of the talk of Ukraine. Donc, cela invalide essentiellement toutes les discussions précédentes selon lesquelles l'Ukraine cherchait à obtenir la paix, n'est-ce pas? Ce n'est que maintenant qu'ils sont prêts à entamer le processus vers une paix durable, n'est-ce pas? Cela signifie donc, auparavant, il n'y avait pas de processus pour une paix durable. Que ce soit l'intention ou non, je ne sais pas, mais c'est intéressant que cela soit mentionné. Mais continuons avec le document. L'Ukraine a exprimé sa volonté d'accepter la proposition des États-Unis de mettre en œuvre un cessez-le-feu intérimaire immédiat de 30 jours, qui peut être prolongé par accord mutuel des parties, et est soumis à l'acceptation et à la mise en œuvre simultanée par la Fédération de Russie. Maintenant, c'est le cœur de ce que propose ce document et de l'accord entre l'Ukraine et les États-Unis. Un cessez-le-feu de 30 jours. Donc pas un cessez-le-feu sans fin, un limité, d'un mois, mais immédiat. Et il est également important de noter que c'est une proposition américaine. Donc ce n'est certainement pas ce que les Ukrainiens ont proposé au départ. Du moins, je ne pense pas, car ils voulaient en fait beaucoup plus. Mais nous en parlerons dans un instant. L'autre point est aussi qu'il n'est pas inconditionnel. Vous savez, j'ai vu certains rapports de commentateurs, certains disant que cela équivaut maintenant à une capitulation ukrainienne. Et j'ai vu d'autres qui disaient que c'est une reddition inconditionnelle, n'est-ce pas? Ce n'est pas une reddition inconditionnelle, pas du tout. C'est simplement une proposition pour arrêter les tirs pendant 30 jours. Maintenant, par implication, et c'est pourquoi les Russes ont dit jusqu'à présent qu'ils n'accepteraient pas un cessez-le-feu. Si vous arrêtez les tirs, ce que vous faites, c'est geler le conflit à la ligne de contact actuelle. Si vous ne tirez pas, si vous ne bougez plus militairement, de force, alors tout ce qui se passe sur le champ de bataille s'arrête, n'est-ce pas? Donc, c'est une offre des États-Unis et de l'Ukraine pour arrêter de déplacer les lignes de front. Maintenant, le problème est bien sûr que les Russes sont du côté des gagnants. Ils avancent à Koursk et aussi à l'intérieur des 4 oblasts. Ils gagnent du territoire jour après jour. Donc, l'offre ici est pour la Russie. Que diriez-vous d'arrêter de gagner sur le champ de bataille? C'est pourquoi les Russes ont évidemment dit jusqu'à présent qu'ils n'étaient pas disposés à envisager cela. Mais il y a plus à dire à ce sujet. Ce n'est pas non plus inconditionnel, car cela repose sur la mise en œuvre par la Fédération de Russie. Cela transfère donc maintenant la responsabilité d'avancer vers un cessez-le-feu à la Russie. Et encore une fois, la Russie a dit qu'elle l'excluait. Mais voyons ce qui se passe ici. Continuons à lire et réfléchissons ensuite aux différentes implications. Les États-Unis communiqueront à la Russie que la réciprocité russe est la clé pour parvenir à la paix. Les États-Unis lèveront immédiatement la pause sur le partage de renseignements et reprendront l'assistance sécuritaire à l'Ukraine. Cela est également très important. Cela établit donc que les États-Unis sont désormais le médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Ce qui est très étrange, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Maintenant, les États-Unis s'insèrent et se posent essentiellement comme le médiateur dans ce conflit, ce qui semble très bizarre. D'un autre côté, ce que cela établit également, c'est que vous avez maintenant la base pour des négociations directes entre les principales parties de la guerre par procuration. Bien que pour la Russie, bien sûr, ce n'était pas une guerre par procuration. C'était une guerre immédiate, mais pour les États-Unis, c'était une guerre par procuration. Et les États-Unis, bien sûr, ont longtemps dit eux-mêmes « Ah, nous ne faisons pas partie de la guerre. Nous ne sommes pas une partie belligérante. Nous soutenons simplement. Nous aidons simplement l'Ukraine. » C'est pourquoi, pendant la plus grande partie des 3 dernières années, les États-Unis disaient que tout type de négociation devait être des négociations entre la Russie et l'Ukraine,
parce que nous ne faisons pas partie de la guerre. Je veux dire, tout doit aller à l'Ukraine. L'Ukraine doit être à la table. L'Ukraine doit être à la table. Bla bla bla. Les 3 dernières années. Maintenant, cela met fin à cela. Cela établit que ce sont les États-Unis et Moscou, Russie, qui sont les principales parties responsables des négociations, et que les Ukrainiens ont maintenant officiellement approuvé cela. C'est l'importance de cette partie. Cela indique que l'Ukraine accepte que les États-Unis négocient en son nom sans qu'elle soit présente, et cela apparaîtra plus loin encore. Les Européens ne seront pas là non plus. Donc, c'est l'accord officiel selon lequel les pourparlers de paix se dérouleront désormais entre les États-Unis et la Russie. Donc, d'une certaine manière, c'est les États-Unis qui raccourcissent la laisse de leur proxy, n'est-ce pas? Donald Trump a dit plusieurs fois par le passé que l'Ukraine est plus difficile à gérer que la Russie. Donc, c'est eux qui gèrent l'Ukraine et établissent encore une fois qui est la puissance dominante et qui est le satellite, qui est le proxy et qui est aux commandes. D'un autre côté, évidemment, ce que les États-Unis ont dû donner aux Ukrainiens pour établir cela est la deuxième partie, qu'il y aura maintenant à nouveau une assistance en matière de sécurité, mais aussi un partage de renseignements. C'est très intéressant, bien sûr, car cela ne précise pas quel type d'assistance en matière de sécurité. This is highly interesting, of course, because it doesn't say what kind of security assistance. It doesn't make any promises. There's no promise of weapons deliveries. Cela ne fait aucune promesse. Il n'y a aucune promesse de livraison d'armes. Et vous vous souvenez des 3 dernières années, il y avait constamment des paquets d'armes sur la table, et constamment les États-Unis donnaient de plus en plus d'armes, ou forçaient les Européens, ou convainquaient les Européens de donner plus d'armes de leur côté, et ainsi de suite. Rien de tout cela. Rien. La seule chose concrète que les Ukrainiens obtiennent en retour est une promesse que la pause précédemment mise en œuvre sur le partage de renseignements va être levée, et ce partage de renseignements est bien sûr ce dont ils ont besoin pour utiliser beaucoup d'armements américains qu'ils ont encore pour le moment, n'est-ce pas? Les HIMARS, et ainsi de suite. Donc, la seule chose qu'ils ont vraiment obtenue en retour, c'est qu'ils ont maintenant la garantie de l'exigence minimale pour continuer la guerre si la Russie n'accepte pas un cessez-le-feu. Si la Russie dit « D'accord, nous acceptons le cessez-le-feu » et qu'ils ne sont pas d'accord, alors la seule promesse que l'Ukraine a obtenue en retour est qu'elle obtient à nouveau le minimum nécessaire pour avoir une certaine chance militaire sur le champ de bataille. Une certaine chance, je dis, car jusqu'à présent, cela ne va pas en leur faveur. L'assistance en matière de sécurité, encore une fois, nous n'en savons rien de concret, et rien n'est promis. Ce document ne promet presque rien du côté américain, tout en forçant l'Ukraine à accepter que si les Russes sont d'accord avec l'idée américaine, ils arrêteront effectivement les combats et feront ce que les États-Unis leur disent. Permettez-moi de vous montrer ce qui figure également dans ce document, puis nous discuterons de ce qui n'y figure pas. Les délégations ont également discuté de l'importance des efforts de secours humanitaire dans le cadre du processus de paix, en particulier pendant le cessez-le-feu mentionné ci-dessus, y compris l'échange de prisonniers de guerre, la libération de détenus civils et le retour des enfants ukrainiens transférés de force. D'une part, ce paragraphe ne promet pas, encore une fois, que quelque chose sera fait par la partie américaine, n'est-ce pas? Il dit que les délégations discutent de l'importance. Ce n'est pas une promesse. C'est juste mettre par écrit que cela faisait partie de la discussion. C'est juste une partie du protocole, mais il n'y a pas de promesse. Les efforts de secours humanitaire vont être importants, tout comme l'échange de prisonniers et la libération des détenus civils. Ce sont des choses non controversées. L'échange de prisonniers de guerre est quelque chose qui intéresse également la Russie.
la libération des détenus civils est quelque chose qui intéresse également la Russie. C'est un domaine naturel où généralement les États médiateurs, comme les États-Unis, se présentent comme un État médiateur. N'est-ce pas? C'est ce que font habituellement les médiateurs. Et cela peut être dans l'intérêt des deux parties. Donc ce n'est pas du tout controversé. Le retour des enfants ukrainiens transférés de force est un point de discussion ukrainien. Mais très bien, c'est inclus. Ce n'est évidemment pas quelque chose qui peut être mentionné. Et encore une fois, les États-Unis n'ont même pas promis qu'ils soulèveraient ce sujet. Ce n'est qu'un protocole de ce qui s'est passé. Les États-Unis n'ont même pas promis d'utiliser cela comme stratégie de négociation, n'ont pas promis de soulever ce sujet avec les Russes. C'est vraiment juste un protocole. Les deux délégations ont convenu de nommer leurs équipes de négociation et de commencer immédiatement les négociations en vue d'une paix durable qui assure la sécurité à long terme de l'Ukraine. Les États-Unis se sont engagés à discuter de ces propositions spécifiques avec des représentants de la Russie. La délégation ukrainienne a réitéré que les partenaires européens doivent être impliqués dans le processus. Cela, encore une fois, est fantastique. Le libellé est vraiment important. La délégation ukrainienne a réitéré que les partenaires européens doivent être impliqués. Encore une fois, les États-Unis ne promettent en réalité rien. Ils ne promettent pas que les Européens seraient inclus. Au contraire, cela indique que le point de vue des États-Unis était que les Européens ne devraient pas être inclus. Et pour adoucir cet argument, l'accord avec les Ukrainiens, juste un peu, ils ont dit « d'accord, mentionnons-le ». Mentionnons-le dans notre accord, que c'est votre point, c'est votre position, et que vous essayez de le faire valoir. Mais nous, les États-Unis, ne nous engageons à rien. Donc ce sont les Ukrainiens qui acceptent en fait que les États-Unis pourraient et ne vont pas inclure les Européens dans les discussions avec la Russie sur l'Ukraine et l'Europe. C'est vraiment très fort. De plus, maintenant les discussions vont commencer sur ce qu'il faut faire après le cessez-le-feu ou comment utiliser le cessez-le-feu pour parvenir à une paix durable qui assure la sécurité à long terme de l'Ukraine. Vous vous souvenez à quel point les Ukrainiens tenaient à ce point qu'ils veulent des accords de sécurité. Et il n'y a pas d'accord de sécurité dans ce document. Le seul endroit où la sécurité est mentionnée est dans cette partie de l'accord, qui dit simplement que des négociations commenceront vers une paix durable, y compris la sécurité de l'Ukraine. Pas de garantie de sécurité. Les garanties de sécurité sont hors de question. Les Américains ont clairement indiqué qu'ils ne fourniront pas d'accord de sécurité et que l'adhésion à l'OTAN est également exclue. Cela ne mentionne pas du tout l'OTAN. Encore plus étonnant, n'est-ce pas, du point de vue de ce que les 3 dernières années ont été. Ainsi, les garanties de sécurité ne sont plus une condition pour que l'Ukraine accepte quoi que ce soit. Ce que le document établit, c'est que l'objectif est la sécurité ukrainienne. Mais c'est en fait quelque chose que les Russes ont déjà dit. L'objectif est un cadre pour la sécurité mutuelle sur le continent européen. Donc, beaucoup de choses dans ce document sont formulées et exprimées d'une manière qui n'est pas évidemment contraire aux intérêts russes, du moins au niveau de la formulation. Le plus grand problème pour les Russes est encore une fois qu'ils gagnent actuellement sur le champ de bataille. Et s'ils acceptent cela, ils risquent essentiellement de jeter leur avantage militaire. Mais c'est à un autre niveau, n'est-ce pas? C'est le niveau militaire, purement au niveau de ce qui est codifié ici. Nous avons un changement complet et total dans la manière dont les États-Unis traitent l'Ukraine et dans la manière dont les États-Unis s'établissent désormais comme la seule puissance dans la relation pour fixer les termes de ce qu'ils sont prêts à négocier avec les Russes. Vraiment, jusqu'à présent, la seule chose que les Ukrainiens obtiennent en retour pour accepter que les États-Unis négocient en leur nom
est la promesse d'un partage de renseignements à nouveau. Le dernier paragraphe ici. Enfin, les présidents des deux pays ont convenu de conclure dès que possible un accord global pour développer les ressources minérales critiques de l'Ukraine, afin d'élargir l'économie ukrainienne et de garantir la prospérité et la sécurité à long terme de l'Ukraine. C'est l'accord minier. L'accord minier est de retour. Les Américains, Donald Trump, veulent évidemment toujours être remboursés pour les 3 dernières années, veulent toujours être remboursés pour les prêts, pour les investissements monétaires qu'ils ont réalisés. Ils ne veulent pas de l'argent ukrainien, du papier-monnaie inutile et sans valeur. Ils veulent les minéraux, les choses qui sont dans le sol, quelque chose qui les aidera dans leur industrie. Donc je pense, encore une fois, que c'est un très mauvais accord pour les Ukrainiens. I think again this is a very bad deal for the Ukrainians. They connected, of course, on their side with prosperity and security. Ils ont bien sûr établi un lien, de leur côté, avec la prospérité et la sécurité, ce que leur dernier accord avait déjà essayé de faire. Mais dans l'ensemble, c'est juste la volonté des Ukrainiens de payer effectivement les États-Unis en richesse minérale pour ce qui va suivre. Encore une fois, ici aussi, il n'y a pas de promesse concrète dans ce document. C'est vraiment assez frappant pour moi que nous ayons ici un effort de trêve, mais sans garantie de sécurité pour l'Ukraine. Donc, le point central a maintenant disparu du côté ukrainien, et les États-Unis ont désormais les mains libres pour négocier avec la Russie. D'un autre côté, cela met maintenant une pression très lourde sur l'Ukraine. Et nous devons garder à l'esprit que cela se passe dans le contexte de la plus grande attaque contre Moscou depuis le début de la guerre. Personnellement, je ne crois pas beaucoup aux coïncidences. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a un timing derrière cela. Mais il y a 2 explications possibles à ce que signifie ce timing. D'une part, si vous êtes cynique, vous pourriez dire que ces attaques sont coordonnées avec les Américains afin d'envoyer un signal très fort à Moscou pour les menacer et dire « Regardez, d'où cela vient, il y a plus en réserve. Vous n'êtes pas sorti d'affaire. Vous feriez mieux d'accepter ce cessez-le-feu ou vous souffrirez encore plus. » Vous savez, le bâton à la carotte, et que cela est coordonné pour coïncider, en gros, avec les pourparlers en Arabie Saoudite. Je pense que c'est une option, mais je l'interprète en fait différemment, ce qui arrive souvent dans les processus de paix. Donc, quoi que vous en pensiez, c'est définitivement les Américains qui essaient d'une manière ou d'une autre d'arriver à une paix, évidemment une paix bénéfique pour les États-Unis. Mais c'est une approche pour rétablir des interactions pacifiques en Europe. Et l'un des problèmes que vous avez est généralement qu'il y a des factions mineures, les factions de guerre, les faucons, dans l'un de ces camps qui essayent de saboter cela. Et cela pourrait avoir été un effort de sabotage de la part des faucons, les faucons de guerre en Ukraine, pour essayer de créer préventivement des faits militaires sur le terrain pour attaquer Moscou, rendant impossible pour Moscou d'accepter quoi que ce soit qui pourrait sortir de Riyad. Cela renforcerait les efforts militaires et saboterait donc tout type de mouvement fragile vers la diplomatie au lieu de l'action militaire. Car n'oublions pas qu'il y a une portion significative d'Ukrainiens, des faucons de guerre nationalistes de droite, qui veulent continuer à se battre et qui voudraient encore entraîner les États-Unis et les Européens dans une guerre beaucoup plus large, remportant ainsi la victoire sur la Russie, même au risque d'un échange nucléaire, n'est-ce pas? Il y a donc encore ce courant de personnes là-bas. Et du côté américain, nous avons aussi de telles personnes qui sont toujours présentes. Le fait que ces attaques aient été effectuées avec des drones et non avec des missiles me dit que c'était beaucoup plus sous le contrôle ukrainien que, disons, si des missiles avaient été utilisés pour frapper Moscou, n'est-ce pas? C'était de la technologie de drones
qui, dans une large mesure, pourrait être sous le contrôle total des Ukrainiens. Ils n'ont peut-être pas réellement besoin des Américains pour cela. Mais évidemment, c'est une opération à grande échelle, et c'est une opération préparée. Vous ne pouvez pas réaliser quelque chose comme ça du jour au lendemain. Cela a été préparé depuis un certain temps, et le moment où cela s'est produit n'est probablement pas une coïncidence. C'est aussi parce que cela ne sert aucun objectif militaire direct sur le champ de bataille, n'est-ce pas? C'est vraiment juste pour terroriser les civils en Russie. Donc, c'est vraiment une déclaration politique de la part de ceux qui ont coordonné cela. Mais cela me surprendrait si cela n'avait pas été approuvé par des personnes comme Zelensky, ou au moins le ministre de la Défense, car c'est une étape très très conséquente, n'est-ce pas? Donc, pendant que le ministre de la Défense de l'Ukraine négocie à Jeddah, ses subordonnés étaient juste auparavant impliqués dans cela. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, ce que cela fait, c'est renforcer la détermination des Russes à continuer de se battre. Maintenant, la BBC, dans ce petit article ici, vous savez, il parle de M. Zelensky et des négociations ici en Russie. En Arabie Saoudite, encore une fois, c'est une grande nouvelle, n'est-ce pas? Ensuite, il passe à ses attaques en Russie et il montre des gens et les interviews en leur demandant « Qu'en pensez-vous » Et ils font cela, vous savez, avec ce petit... Vous pouvez sentir la joie chez les journalistes, comme « Oh, les Russes pensaient qu'ils étaient invincibles, et maintenant, ils apprennent qu'ils ne le sont pas. » La BBC est tellement stupide. Ce sont des gens tellement stupides. Quoi qu'il en soit, ce que l'interview révèle ici, c'est bien sûr que les Russes disent seulement comme « Oh, nous devons les frapper plus fort. » Cet homme dit comme « Nous devrions simplement les frapper plus fort. » Devrait frapper Kiev plus fort. Donc ces attaques renforcent en fait la détermination des Russes à obtenir ce qu'ils veulent sur le champ de bataille. Cela ne diminue pas la détermination. Et c'est exactement ce que les durs à Kiev pourraient vouloir provoquer. Ils veulent s'assurer que les Russes ne sont pas disposés à tenter une voie diplomatique avec eux. Ils veulent s'assurer que la seule issue est la poursuite de la confrontation militaire. Cela semble illogique, surtout si l'on pense que l'Ukraine perd la guerre. Mais encore une fois, ce sont des gens qui pensent que si nous redoublons d'efforts et si nous faisons intervenir l'OTAN, et peut-être même un échange nucléaire, alors nous pouvons encore gagner. De telles personnes existent dans toutes les guerres. C'est comme les gens au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait ceux qui voulaient encore continuer à se battre, même après les bombes nucléaires. Ainsi, la faction pacifiste à Tokyo a dû maîtriser ces personnes et les convaincre. Et ce genre de lutte se déroule évidemment aussi en Ukraine, car ce n'est pas encore réglé. Pour aucune des parties, ce n'est une affaire conclue. Ce que nous pourrions apprécier, c'est que cet accord établit maintenant qu'en général, l'Ukraine ne sera pas à la table des négociations entre la Russie et Moscou. D'après ce que je comprends, Marco Rubio est maintenant soit en route pour Moscou pour négocier avec les Russes quelque part, soit en contact avec les Russes. Donc maintenant, les Américains portent cela en Russie. Et nous n'avons pas encore de déclaration. Je vous parle vers midi, le 12 mars, au Japon. Jusqu'à présent, nous n'avons, à ma connaissance, aucune déclaration, ni de la part de la Russie, ni de Vladimir Poutine, ni aucune déclaration russe, à quelque degré que ce soit, bien sûr, car il est actuellement 6 heures du matin en Russie, ou légèrement après. Cela sortira probablement dans un jour ou deux. Les médias russes, pour le moment, encore une fois, c'est le milieu de la nuit ou très tôt le matin, ne rapportent pas encore sur l'Arabie Saoudite et les négociations là-bas. Les Russes semblent attendre pour le moment, et c'est une chose intelligente à faire. Évidemment, vous voulez avoir toutes les informations nécessaires.
Et évidemment, les Américains ne vont pas informer les Russes sur ce qui s'est passé et sur leur position de négociation. Ce média européen très malhonnête, The Guardian, rapporte que pendant la nuit, il y a eu des attaques sur Kiev et Kharkiv. Quelques heures après que l'Ukraine a déclaré être prête à accepter le cessez-le-feu, faisant déjà tourner cette histoire comme si la poursuite des attaques, la poursuite de la confrontation militaire, était un signe que la Russie rejetait essentiellement le plan de cessez-le-feu, ou était malhonnête à ce sujet. Bien que, évidemment, les Russes n'aient pas pris de décision. Et tant que vous n'avez pas pris de décision, ce qui se passe sur le champ de bataille, l'opération militaire, continue, évidemment, aussi mauvais que cela soit. Mais cela continue, évidemment. Vous pouvez déjà voir comment ils essaient de cadrer cela. Les Américains se sont également mis dans ce coin, car Marco Rubio, dans une déclaration sur le désaccord avec l'Ukraine, a dit que la balle est maintenant dans le camp des Russes. Et s'ils n'acceptent pas le cessez-le-feu, alors nous savons qui est l'obstacle à la paix. Donc en gros, menaçant la Russie, qu'elle doit accepter cela. Sinon, les Américains reviendront à leur position précédente. Du côté russe, encore une fois, il y a beaucoup à considérer ici, parce que, oui, d'une part, ils gagnent sur le champ de bataille, et ils ont clairement indiqué qu'ils ne sont pas prêts à sacrifier ou à abandonner cela. D'autre part, c'est un accord pour 30 jours. Il existe maintenant une option selon laquelle, peut-être par une approche diplomatique avec les Américains, les Russes pourraient obtenir ce qu'ils veulent. Car en fin de compte, il est clair que la Russie n'a jamais voulu occuper toute l'Ukraine. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif des Russes est d'avoir un accord de sécurité global pour la structure de sécurité européenne et eurasiatique plus large, afin d'être en sécurité dans leur propre région. Maintenant, si les Américains offrent quelque chose qui va dans ce sens, et s'ils parviennent à démilitariser l'Ukraine, et s'ils s'assurent que l'Ukraine ne rejoigne jamais l'OTAN et n'obtiennent aucune forme d'accord de sécurité similaire, et s'ils parviennent à changer le gouvernement en Ukraine pour quelque chose de plus amical envers les Russes, alors, eh bien, vous n'avez plus vraiment besoin de gagner sur le champ de bataille. Oh, et la quatrième partie, bien sûr, c'est si les Ukrainiens sont prêts à céder les 4 oblasts et à signer pour la Crimée, n'est-ce pas? Si tout cela peut être réalisé à la table des négociations avec les Américains, alors il n'y a plus de bonne raison de continuer l'opération militaire spéciale. La partie importante pour moi ici est que cet accord n'est pas à durée indéterminée. Encore une fois, ce n'est pas une cessation complète des hostilités. C'est une cessation des hostilités pour 30 jours. Donc je pense que c'était un coup astucieux de la part des Américains de proposer essentiellement quelque chose de limité aux Russes et de dire pourquoi ne pas essayer. Si 30 jours ne suffisent pas à l'Ukraine pour s'installer de manière raisonnable, pour renforcer quoi que ce soit. Cela peut renforcer quelques positions. Oui, mais ce n'est pas suffisant pour gagner structurellement et créer la base militaro-industrielle dont l'Ukraine aurait besoin pour continuer à se battre, n'est-ce pas? Donc ce serait un investissement limité du point de vue militaire de la Russie, n'est-ce pas? S'ils le prenaient et disaient « Voyons où cela mène », ces 30 jours, peut-être que nous pourrions réellement atteindre le point que nous voulons. Car les Américains établissent maintenant que c'est le minimum qu'ils attendent. Ils s'attendent à ce que les Russes prennent cela, ce qui bien sûr par implication signifie à nouveau de geler les lignes de front là où elles sont. Ce qui, surtout en ce qui concerne Koursk, est quelque chose que j'ai du mal à imaginer se produire. Les Russes seraient prêts à faire cela pour le territoire russe d'avant février 2022, alors encore occupé par les Ukrainiens, et, fondamentalement, les Ukrainiens,
tout en perdant Koursk. Et ce n'est plus qu'une question de semaines avant que Koursk ne soit complètement nettoyé, qu'ils en fassent alors un atout de négociation pour les Ukrainiens, n'est-ce pas? Donc, quelque chose que je pourrais imaginer, c'est que les Russes pourraient dire « Bien sûr, nous pourrions accepter 30 jours sur le territoire des 4 oblasts, mais pas dans la région de Koursk. Cela pourrait faire partie des négociations qui vont avoir lieu dans les 1 ou 2 prochains jours. » Il est également possible que la Russie dise en fait « Non, nous ne ferons pas cela. » Nous avons de fortes indications à ce sujet, n'est-ce pas? Dans les médias russes, même en traduction anglaise, le dur à cuire russe, Sergei Karaganov, dit que la Russie ne doit pas tomber dans le piège de Trump et insiste sur le fait que même s'ils nous offrent toutes ces douceurs et disent qu'ils sont de notre côté et aimeraient nous aider, nous ne devons pas les croire. Nous devons établir par des moyens militaires. Oui. À quoi vont ressembler les réalités sur le continent européen? Oui, mais Karaganov est Karaganov, et Vladimir Poutine, je veux dire ces deux hommes prennent en compte. Vladimir Poutine prend en compte les conseils de Karaganov. Nous ne savons pas s'il va les suivre ou non. Ce que nous savons, c'est que les Russes seront très sceptiques à ce sujet. Et si les Russes disent oui à cela, ce serait un énorme pas en avant de leur part. C'est ainsi que nous devrions l'interpréter, car les médias européens donnent l'impression que non, c'est M. Zelensky qui fait un acte de foi et accepte l'inacceptable, alors qu'en fait, cela gèle essentiellement un conflit qu'ils perdent clairement, totalement, complètement. Et il n'y a tout simplement aucun doute à ce sujet. Je veux dire, aucune question militaire à ce sujet. Bien sûr, les médias européens essaient de dépeindre le contraire comme étant le cas, et vous savez, juste un HIMARS de plus, et ensuite Moscou tombera, n'est-ce pas? C'est l'image qu'ils continuent de véhiculer. Mais en réalité, ce que ça dit aux Russes, c'est « Nous voulons que vous arrêtiez de gagner ». Et les Russes auraient toutes les raisons de refuser cela. D'un autre côté, il y aurait aussi de nombreuses raisons d'au moins essayer. Encore une fois, je souhaiterais que les morts cessent et que cela cesse rapidement et de manière exhaustive. Et ce qui est intriguant du point de vue russe, je dirais, c'est que maintenant vous avez une nouvelle option sur la table, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement l'option militaire. Maintenant, la diplomatie pourrait mener à quelque chose que vous souhaitez. C'est alors, bien sûr, aussi une question de vérifiabilité, de savoir si les Russes peuvent, d'une manière ou d'une autre, vérifier que ce qui est convenu est ensuite également réalisé. Et bien sûr, Vladimir Poutine s'en souvient. Il se souvient des 20-25 dernières années de négociations avec les Américains et des trahisons concernant l'Ukraine, la Géorgie et beaucoup de ces sujets brûlants. D'un autre côté, la Russie a besoin d'une manière de mettre fin au combat, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas continuer à envoyer vos propres gens, vos propres hommes sur ce champ de bataille et les voir se faire massacrer. Même si le nombre de morts n'est pas aussi élevé que les Européens essayent de nous le faire croire, il y a quand même un prix à payer. L'économie russe pourrait mieux se porter si les Américains levaient les sanctions et si une normalisation des relations était atteinte. Vous avez beaucoup à gagner de la paix. Donc en ce sens, si des négociations de paix sont maintenant sur la table, c'est quelque chose qui ne devrait pas être, et apparemment en ce moment n'est pas rejeté ouvertement par les Russes. La question dépendra vraiment de ce que les Américains sont prêts à offrir aux Russes maintenant, dans les discussions directes avec eux, et si un accord de sécurité globale est effectivement aussi sur la table. Et il y a actuellement très peu de choses que les Européens et les Ukrainiens peuvent faire. Je veux dire, bien sûr, ils pourraient essayer de perturber militairement ce processus.
Mais ce document établit maintenant la domination des États-Unis sur leur proxy ukrainien. Et il exclut encore une fois, plus ou moins officiellement, les Européens. Car les Européens ne sont vraiment qu'un côté. Littéralement juste une note de bas de page ici, juste une remarque vers la fin du document, que d'accord, nous prendrons en compte que les Européens existent encore. Oui, c'est la politique des grandes puissances. Yeah, this is great power politics. It is public diplomacy. C'est de la diplomatie publique. C'est une forme très étrange de diplomatie publique. C'est étrange que cela se fasse de manière aussi publique. Mais c'est peut-être une conséquence de toute cette guerre ayant été si publiquement propagée de tous côtés. Et l'approche de Donald Trump pour forcer les autres partis à être d'accord avec lui passe par l'œil du public. Que les Russes acceptent réellement cela, acceptent partiellement, ou soient même disposés à travailler avec, nous ne le saurons que dans quelques heures ou jours. Il y a des raisons de croire que cela pourrait être la première véritable voie diplomatique depuis Istanbul en 2022. Qui sait? Peut-être que quelque chose en sortira. Le temps le dira. Merci à tous. Time will tell. Thank you, everybody.